Hey, salut à tous et merci de m'accorder votre précieux temps. Bon, comme vous pouvez le voir derrière, je suis dans une salle de sport, plus précisément dans une box de CrossFit. Et si vous n'êtes pas au courant, j'en fais depuis un an et demi à peu près, mais 4 à 5 fois par semaine. D'ailleurs, je l'avais dit dans la vidéo précédente que j'ai sortie avec Audrey. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est une coach aussi de la boxe, mais qui, elle, est plus dans le côté nutrition, le côté complément alimentaire. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez voir plein de réponses ou même la contacter, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. Mais aujourd'hui, je me trouve avec un coach qui est spécialisé du côté sport, crossfit et haltérophilie. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa de faire une vidéo avec toi parce qu'avoir le côté nutrition, c'est bien, mais avoir le côté aussi sport et le côté, je sais pas si on peut dire fitness, Performance, on va ouais, dire. performance, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, avant que la vidéo ne commence, je voulais te remercier déjà de venir sur ma chaîne. C'est pas quelque chose de très, très simple à faire, C'est avec je t'avoue. plaisir. C'est avec plaisir. Et si vous ne le connaissez pas, je vais lui poser quelques petites questions. Voilà, j'ai pris mon petit iPad avec quelques questions pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus et qu'on comprenne ce que tu fais. Ouais, Voilà. carrément. Bon, pour pas que les gens disent, tiens, il a pris un cheminot ou il a pris un mec qui n'est pas du tout du milieu. Donc, première question, c'est est-ce qu'il serait possible que tu te présentes qui tu es, ce que tu fais, si tu as des passions, des hobbies, Ouais, ce que tu aimes dans la vie, tout simplement. Allez, du coup, moi, alors, je m'appelle Thomas Despons. Déjà, merci à toi pour l'invite. Oh, pardon. Ok. Donc, je m'appelle Thomas Despons. J'ai 22 ans. Du coup, ça va faire 2 ans que je coach en CrossFit et ça va faire 1 an que je coach en haltérophilie vraiment spécifique également. Et du coup, je suis originaire de la région parisienne. J'ai toujours été dans le coin. Je coach des gens qui sont à peu près dans toute la France. Ça dépend, coaching particulier. Mais sinon, je coach dans 3 salles en région parisienne, donc 2 salles, 3 salles de CrossFit. Certaines qui ont l'affiliation, donc non. Donc voilà, ça c'est un peu pour mon parcours. Ok. Voilà. Et tu fais du coaching que en groupe ou alors tu fais des coachings aussi personnels pour des particuliers? Je Alors, le en tiens, fait, hein, t'inquiète. ouais, vas-y. Alors, du coup, moi, je fais du coaching en groupe, forcément, quand je coach dans mes salles, dans les salles où je travaille. Sinon, je fais en particulier, ça dépend, je fais du présentiel avec mes athlètes en haltérophilie quand je peux. Sinon, je fais beaucoup aussi de programmation en ligne avec des retours vidéo, etc., pour les personnes qui sont un peu plus éloignées. Ok. Mais ça reste, souvent, ça reste des adhérents que j'ai coachés dans mes 3 salles. Et sinon, après, on reste en contact et c'est plutôt en ligne. Mais j'aime bien en haltérophilie quand même. Ouais. Vraiment, principalement travailler en présence, quoi. C'est toujours mieux. Ouais, parce que pour pas que la personne se blesse, pour pas que la personne fasse de mauvais mouvements. C'est ça, et aussi pour la progression. La progression, ça peut aussi jouer beaucoup, parce qu'on va progresser largement. Je peux te faire un retour sur tes défauts en ligne, c'est qu'à la prochaine séance que tu vas les appliquer, tu vas peut-être mal les appliquer, alors qu'en présence, je te fais le retour, tu l'appliques dans les 10 secondes qui suivent. Donc forcément, pour la progression, il y a quand même une différence. Ouais. Super. Et j'avais une deuxième question qui est un petit deux en un, mais c'est pourquoi avoir choisi le côté CrossFit, haltérophilie, par exemple un sport d'équipe comme le foot, le rugby ou autre sport, et comment ça t'est venu l'idée de te mettre au coaching? Ok. Alors tout simplement, moi, du coup, j'ai 22 ans. Quand j'étais plus petit, j'étais un peu boule, j'étais un peu le fat guy Ah ouais. du lycée, pareil au collège, etc. Donc on aimait bien un peu me taquiner, etc. Et en fait, j'ai vécu moi une transformation physique, pardon. Et en fait, depuis, j'ai toujours été sportif quand j'étais petit, etc. Je faisais beaucoup de tennis, hein. J'ai fait une dizaine d'années de tennis, j'ai fait beaucoup de basket et j'ai commencé à la musculation au niveau du lycée. Et en fait, j'ai vécu ma transformation physique et j'avais vraiment envie que d'autres gens comme moi vivent Ouais. ça. Et du coup, j'ai voulu coacher. Et de base, je voulais coacher en musculation et c'était pendant la période du premier confinement. J'ai découvert, grâce à mon meilleur ami, j'ai découvert le CrossFit. Et du coup, je suis tombé directement dedans. J'ai jamais arrêté le CrossFit. Et en fait, la première fois où je suis rentré dans une box de CrossFit, c'était en alternance pour devenir coach, tout simplement. Et je savais vraiment que devenir coach, mais me spécialiser dans le CrossFit, c'était vraiment ce que je voulais faire. Ok. Du coup, voilà. Et de la pratique du CrossFit, j'ai découvert l'haltérophilie. Et là, l'haltérophilie, je suis vraiment tombé dedans aussi, mais bien, bien, bien. Genre, vraiment, c'est ma pratique, vraiment l'haltérophilie, j'adore ça. J'adore le CrossFit, mais je suis vraiment plus à l'aise en haltérophilie. Et du coup, forcément, c'est pour ça que je suis devenu coach d'haltérophilie maintenant. Et une petite question, c'est pourquoi avoir choisi pas l'haltérophilie et pas par exemple le powerlifting ou un autre sport de force? Pourquoi plutôt vers l'haltérophilie? Alors, haltérophilie, en fait, via le CrossFit, comme on fait principalement des mouvements d'haltérophilie comme le clean, le snatch dans la Ok. pratique, du coup, je pratiquais
plus ça. Et je voyais plutôt comme le sport de force, je l'ai vraiment appris plus tard dans mes études où j'ai vraiment été dedans. C'était plus spécialisé dans les sports de force. J'ai vraiment appris ce que c'était, le fait de faire du squat, du bench et du deadlift. Ouais. Donc j'ai pu découvrir ça plus tôt. Je trouvais ça très intéressant. Mais je trouvais ça plus attirant, l'haltérophilie, parce que je trouve ça plus technique. Il y a vraiment beaucoup de rigueur au travail. Je dis pas qu'il n'y a pas de rigueur aussi dans le powerlifting, bien sûr. Mais en fait, j'aime bien le côté technique, le côté finesse de l'haltérophilie, malgré le fait que le but, c'est de soulever la charge la plus lourde. Ouais. Et au final, il y a quand même toute une partie technique qui force l'athlète à ne pas être simplement qu'une brute, quoi. C'est vraiment, il y a de la réflexion derrière, il y a beaucoup de coordination. Et surtout, ça travaille énormément de choses. Donc, ça peut avoir plein de bénéfices au-delà de la performance. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et j'aime bien être perfectionniste. Du coup, j'aime bien quand je commence quelque chose, j'aime bien le perfectionner, j'aime bien le maîtriser à 100%. Donc, je trouvais que ces deux mouvements-là en haltérophilie, c'était la pratique parfaite pour moi pour vraiment m'épanouir dans ce que je fais, quoi. Super. Et est-ce que tu pourrais globalement définir un peu ce qu'est l'haltérophilie ? Ouais. Parce qu'on en voit par exemple au JO, mais on a l'impression que c'est que des brutes qui tirent des trucs hyper lourds ou qui soulèvent des trucs hyper lourds. Mais globalement, Alors, en fait, l'haltérophilie, du coup, c'est une pratique olympique. Ça va se résumer en 2 mouvements. D'accord ? Donc, la compétition se déroule. L'athlète doit réaliser 2 mouvements. Et en fait, il va avoir 3 essais par mouvement pour soulever la plus grosse charge possible. Donc, mettre le plus de poids sur sa barre. Le premier mouvement, ça va être l'arraché. Donc, le snatch pour les crossfitters. Donc le snatch, ça va être de partir du sol, d'accord, la barre part du sol, pardon, et doit venir au-dessus de la tête, bras tendus. Moi, c'est l'une de mes priorités. Je m'entraîne beaucoup parce que déjà, pour être bon coach, faut aussi s'entraîner. Ça, c'est sûr et certain, parce que tu peux pas conseiller quelqu'un, tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un si toi, tu l'as pas vécu non plus. Donc forcément, quand tu t'entraînes beaucoup, mais sans temps de pause, ça veut dire que vraiment, la barre doit monter en un seul temps. Ici. Ça, c'est le premier mouvement. Et ensuite, il y a l'épaulé jeté, donc le clean and jerk en anglais. Donc l'épaulé jeté, la barre part du sol, il faut amener la barre sur les épaules et ensuite il faut la jeter au-dessus de la tête et marquer un temps où on maîtrise sa barre, on maîtrise sa charge pour se faire valider par les arbitres. Donc ça, c'est vraiment le but de la pratique d'haltérophilie. Quand quelqu'un vient nous voir dans la salle, j'ai fait de l'haltéro, soulevé de terre, bench, non. Malheureusement, c'est pas qualifié comme haltérophile. Si vous dites ça à un haltérophile, il va vous regarder mal, mais il va quand même sourire. Mais non, l'haltérophilie spécifique, c'est vraiment le snatch, le clean and jerk. Et au-delà de ça, dans tout ce qui est travail de musculation, etc., il y aura beaucoup de squats, etc. C'est pour ça que des fois, on peut dire que le squat, c'est de l'haltéro, mais si on veut vraiment être spécifique, c'est le snatch, le clean and jerk. Du coup, voilà. Ok. Et sinon, qu'est-ce qui te donne l'envie de coacher ou de t'entraîner au quotidien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive ou... Alors moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. J'adore transmettre ma passion. Donc tout ce qui est côté performance, côté loisir, tout public, vraiment, j'aime coacher tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vraiment, moi, ce qui me motive, c'est voir les progrès des gens, tout simplement. Quand quelqu'un, que ça soit en haltérophilie ou en crossfit, quand je réussis à faire quelque chose avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui passe sa première traction, quelqu'un qui réussit un nouveau record à l'épaulé ou qui débloque quelque chose dans son mouvement, ça, c'est vraiment moi quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et c'est là où je vais vraiment m'épanouir dans ce que je fais, c'est réussir à transmettre des informations, transmettre du savoir à quelqu'un et qui puisse après lui ressentir du bien-être, etc. Par rapport à ça, ça c'est vraiment ce qui me motive à faire mon métier tous les jours. Magnifique. Et si on veut par exemple se lancer dans l'haltérophilie, qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer ? Ou l'haltérophilie ou le crossfit, hein, c'est un peu pareil. Mais... Alors, l'haltérophilie spécifiquement, il va falloir une barre quand même. Une barre où on va dire on peut très bien faire des bases de l'haltérophilie avec un bâton. Un balai par exemple chez soi, ça peut le faire. Moi j'ai commencé comme ça. D'accord, un manche à balai ou même une barre avec des poids, etc. Mais on peut faire de l'haltérophilie vraiment qu'avec une seule barre ou quelques poids. Ça, c'est vraiment pas un problème. Après, on peut se renseigner, si on est tout seul, on peut se renseigner en regardant des vidéos, etc. Il y a pas mal de contenu qui est plutôt qualitatif, même s'il n'y en a pas tellement encore en France. Mais en parlant de contenu qualitatif, tu recommanderais qui à peu près ? Je sais pas si... Il y a des box de CrossFit qui font du bon contenu. Il y a des, comme on va dire Power Camp qui est assez connu, qui a des gros haltérophiles dans leur box, ça c'est pas mal. Il y a aussi des particuliers, Gaël Lefebvre, qui est un très bon coach. Il y a aussi après tous les clubs. Moi, je conseillerais d'aller dans un club local, du coup un club à côté de chez soi, un club d'haltérophilie spécifique, même si il y en a pas tellement non plus.
Mais là, si on veut vraiment être dans l'univers haltéro, etc., c'est ce qu'on veut. Hors dehors des box de CrossFit. Si on veut vraiment faire de l'haltéro, on va dans un club d'haltéro. Ok, haltérophilie, musculation, on y va et on passe la porte et ça va être super cool. Ça, il n'y a pas de souci. Et le CrossFit, si on veut se lancer dans le CrossFit, contrairement à l'haltéro, ça va être encore plus simple. Parce que le CrossFit, si on veut résumer le CrossFit, tu prends l'haltérophilie, la gymnastique, le conditionnement, donc tout ce qui va être cardio, course à pied, etc. Tu prends tout ça, tu mélanges tout, hop, tu ressors un entraînement. C'est pour ça que tout est varié et tu fais à haute intensité. Donc tu peux le faire chez toi. Moi, j'ai commencé le CrossFit quand j'ai commencé l'époque confinement. Je m'entraînais tous les jours chez moi. Je faisais que du poids de corps. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Je faisais du CrossFit. Après, j'ai découvert l'haltéro. Tu rajoutes une barre, tu rajoutes un vélo, tu rajoutes de la corde à sauter, tu rajoutes du basket. Tu peux tout faire. Donc ça, c'est nickel pour le CrossFit. Vraiment, tu peux tout faire chez toi. Tu regardes des vidéos. Il y a plein de trucs. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir en boxe aussi. Ça, venez. Venez chez nous. Venez, il y a du monde, c'est sympa. Parfait. C'est bonne ambiance. Et sinon, quels sont tes objectifs sportifs ou en tant que coach? Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Ouais, on va pouvoir séparer en tant que coach et athlète. Déjà, en tant que coach, on va dire en CrossFit, ça va être vraiment de continuer vraiment à coacher le maximum de personnes et à essayer de réaliser le plus de progrès possible avec les personnes. Moi, j'aimerais bien devenir l'un des meilleurs coachs au monde. Forcément, j'ai des ambitions de cette taille-là. J'espère y arriver un jour. J'espère être vraiment le plus complet possible. Parce que je suis spécialiste haltéro, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que je vais pas me renseigner sur la gymnastique, sur le conditionnement, sur les zones de travail. Il y a plein de sujets différents dans le CrossFit. Donc, j'aimerais vraiment me spécialiser dans tout pour ne pas avoir un seul point faible dans le coaching. Moi, ce que je veux vraiment pas un jour, je veux vraiment pas que ça m'arrive, c'est j'arrive à la boxe, je vois un adhérent qui a un problème hors haltérophilie et je me retrouve dans la situation où je peux pas l'aider. Ça, je veux vraiment pas que ça m'arrive. Ça n'est pas encore arrivé, heureusement, mais ça vraiment, je travaille pour que jamais ce genre de situation arrive. Et du coup, voilà, donc le plus complet possible en tant que coach. Et en haltérophilie, j'aimerais bien, si un jour c'est possible, l'un de mes rêves, ça serait de coacher le haut niveau français. Donc de coacher à l'INSEP en haltérophilie, ce serait pas mal. Je pense que j'ai le temps d'y arriver. Donc si je me donne les moyens, je pense que ça peut le faire. Et sinon, en tant qu'athlète, je m'entraîne beaucoup quand même. J'essaye de garder du temps pour beaucoup m'entraîner. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de concilier les deux, être très bon coach et en même temps très bon athlète? Ouais. Tu penses que c'est possible de faire les deux? Je pense que c'est possible quand tu te donnes les moyens. Forcément, si tu travailles matin, midi, soir, tous les jours, forcément, tu n'auras pas le temps de t'entraîner pour être un bon athlète. Ça, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Mais quand tu te donnes les moyens de coacher des bonnes heures et aussi de t'entraîner à côté, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Des fois, tu vas avoir quelqu'un qui fait la même erreur que toi à l'entraînement. Sauf que toi, à l'entraînement, tu as su comment la modifier. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc déjà, un très bon coach, c'est quelqu'un qui s'entraîne aussi également. Et du coup, moi, personnellement, je passe beaucoup de temps à l'entraînement et parce que j'ai des ambitions de devenir un bon athlète. Mon ambition principale au niveau CrossFit, puisque maintenant, je me suis mis qu'au CrossFit, plus qu'à l'haltéro, mais vraiment maintenant que au CrossFit. Et du coup, au CrossFit, j'aimerais bien à 27 ans, avoir le niveau élite au CrossFit, Élite France. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est un gros objectif, mais je pense que clairement, ouais. Je pense que ça chaud quand même. Ça peut le faire. Je pense donc on va travailler, on travaille pour tous les jours. Donc voilà, ça c'est mon plus gros objectif. Super. Bon, maintenant qu'on a fait quelques présentations, on va vous montrer quelques exercices spécifiques à l'haltérophilie. Ici, la première étape de mon mouvement, hop, ça va être le premier tirage. Le premier tirage, ça va donner ça. Hop, ici, je le refais une fois. Hop. Donc, pour faire ça, hop, je vais expliquer pendant que tu le fais. Donc, position de départ. Le but du premier tirage, ça va être d'amener la barre juste au-dessus du genou, ok, en gardant la barre le plus proche possible de nous, d'accord? Elle ne doit pas nous racler, mais elle doit frôler, vraiment, hop, et on va stopper juste au-dessus du genou, pas plus haut. Donc le premier tirage, les fesses et le dos vont monter en même temps, d'accord? On ne veut pas les fesses qui se lèvent en première ou le dos qui se redresse en premier. On veut vraiment que tout monte en même temps, et pour ça, on va pousser fort dans les jambes et garder la poitrine sortie, c'est ça.
Ici, c'est une phase vraiment qu'on va contrôler, d'accord? C'est super important de contrôler son premier tirage pour ne pas, ici, une fois passé les genoux, que la barre, hop, soit éloignée. C'est-à-dire que ici, hop, si je prends la barre et que je ne contrôle pas ma phase de premier tirage et que je pars très très fort sans maîtriser mon mouvement, ici, si je fais ça, hop, là la barre, elle se retrouve très éloignée de moi. Alors que si je viens prendre mon temps, hop, là la barre elle est collée à moi et plus elle va être proche de moi, plus je vais pouvoir ensuite transférer ma force des jambes vers mes bras. Donc ça va être le plus important sur le premier tirage. Maintenant, il va falloir faire le deuxième tirage. Donc pour le deuxième tirage, c'est très simple. Ici, hop. Donc une fois qu'on est bien positionné, on fait son premier tirage. Et là, ça va être l'une des étapes cruciales. Il va falloir pousser dans le sol comme au premier tirage et se redresser en même temps, hop, pour se stopper ici au niveau du point de contact, le point de puissance. Ok, donc ça va vraiment être le point où votre barre va rentrer en contact avec vos hanches pour ensuite venir exploser et tirer. D'accord? Donc là, je le fais en ralenti, mais à vitesse réelle, ça va donner ça. Ici. Ok? Donc cette phase-là, pareil, elle doit être contrôlée. Et ensuite, pour bien placer, pour venir transférer toute la force des jambes vers les trapèzes et les bras. Ok? Donc ce deuxième tirage, il va vraiment être ici crucial. Pourquoi? Parce que s'il se passe mal, vous allez moins transférer votre force. Et si vous transférez moins votre force, forcément, vous perdez des kilos sur votre barre. Et en compétition, ça joue forcément. Ok? Donc ici, tu peux prendre ta barre. Pour travailler le second tirage, je vous conseille toujours de travailler lentement. Et c'est une fois qu'on a les bons positionnements, les bons placements, là, on va pouvoir mettre de la vitesse. Ok? Quelque chose qu'on entend souvent en haltéro. Un repère, c'est on accélère à fond après les genoux. Oui, c'est vrai, mais à prendre avec des pincettes. Parce que les personnes qui accélèrent à fond après les genoux, mais dès ce passage-là, mais qui se placent mal, des fois, ils vont pas avoir de contact, mais aussi, des fois, ils vont être mal placés. Donc forcément, ça va fausser leur mouvement. Donc il faut faire très attention. C'est vraiment quand on est très à l'aise qu'on peut envoyer les gaz assez tôt. Sinon, on va vraiment essayer d'accélérer une seule fois que je sens le contact. Boum, boum, j'accélère à fond. Ok, on essaye? Donc tranquillement, on se place. Premier tirage, lentement. On regarde bien devant. Nickel. On se redresse. Et dès qu'on sent le contact, voilà, on tire avec les coudes le plus haut possible. On peut s'asseoir un peu plus. Voilà. Hop, on contrôle. Exactement. Et tu vas essayer de rester une seconde en tension en haut. Ok. Ici. Voilà, très bien. On peut relâcher. Très bien. Et quand on envoie, est-ce qu'on se met sur la pointe des pieds ou on garde les pieds Ouais. là? Alors, on se met sur la pointe des pieds parce que le but, vraiment, c'est d'utiliser tous les muscles des membres inférieurs pour transférer notre force vers les membres supérieurs. Donc, il faut utiliser ses quadris, ses ischios, ses mollets. Donc, on fait quelque chose qu'on appelle la triple extension en haltérophilie. Triple extension, ça veut dire que je dois faire mon extension de genoux, de hanches et de chevilles en même temps. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment sur mes pointes de pied à fond, j'ai les jambes tendues à fond pour utiliser mes quadriceps et j'ai les fesses serrées vraiment pour avoir mes hanches aussi en extension pour utiliser mes fessiers et mes ischios. Donc, c'est tous ces muscles-là qui rentrent vraiment, ils sont coordonnés, ils sont en harmonie pour ensuite envoyer toute la force vers les trapèzes dans un premier temps et ensuite les bras. Alors du coup, on a vu le premier tirage, le second tirage. Le second tirage qui est très général, d'accord, je l'ai vraiment découpé au-dessus des genoux jusqu'à la fin, à l'extension finale. Il y a des personnes qui le coupent en deux, ce second tirage, et qui font second tirage jusqu'au point de puissance et ensuite, on appelle ça le troisième tirage. Les deux se voient régulièrement, d'accord? Et souvent, quand on va spécifier, quand on va travailler en séance avec son athlète, bah, des fois, on peut juste travailler ce troisième tirage en bras, d'accord? Mais on va dire, si on veut décrire le mouvement général, ça va être premier tirage, second tirage. Et ensuite, donc, ces deux étapes-là, ça va vraiment faire l'acte 1, tirage par rapport au mouvement. Et ensuite, là, on va aborder la chute. Donc, pour la chute en haltérophilie, donc sur le mouvement d'arraché, ça va être le moment où vous êtes le plus haut possible ici, les coudes vraiment le plus haut possible et les bras vraiment ici, les mains sous les coudes, pardon, je vais y arriver. Hop. Et ensuite, on va devoir sauter pour aller sous sa barre. Donc, le but de la chute, ça va être d'aller le plus vite possible sous sa charge pour
aller vraiment catcher sa barre le plus bas possible et être le plus réactif possible. Parce que forcément, quand la barre va être très lourde, elle va à peine monter ici, qu'elle va stagner. Ensuite, l'athlète, vous voyez sur les ralentis, hop, il va venir en bas se glisser pour la récupérer. Donc ça va être très important d'être très rapide sur sa chute. Et le second rôle de la chute également, ça va être de venir sous sa barre et de se placer pour être solide. C'est-à-dire qu'on va sauter pour ancrer ses appuis. Et là, vraiment, c'est une base solide pour la chute. OK ? Ouais, dis-moi. Ma question, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on chute sous la barre en faisant un squat comme si on faisait un back squat, ou alors on s'arrête au milieu, ou est-ce qu'on va jusqu'au bout Alors en compétition, forcément, on va aller tout en bas, puisque quand on va être technique en haltérophilie, en compétition, on va chercher la barre le plus bas possible. Parce que ici, comme je l'ai dit, vraiment, la barre va monter. Niveau nombril, elle va un peu dépasser le nombril, mais elle va pas monter plus haut. Et ensuite, ça va être à l'athlète d'aller vraiment en dessous très rapidement pour venir la catch dans un squat profond. C'est pour ça qu'en haltérophilie, quand on fait du squat, que ça soit back squat ou front squat, on fait du squat le plus bas possible en amplitude pour travailler sa mobilité et pour aussi se retrouver dans le cas où en compète, je suis très bas pour aller chercher ma barre. Donc le but, c'est de vraiment d'aller le plus bas possible. Mais par contre, il y a des semi-techniques qu'on verra après, des exercices semi-techniques où on va travailler la réception debout, la réception demi, etc. etc. Okay, mais sinon, quand on parle de mouvement technique, sur une chute, on va aller en squat. Toujours, toujours. Donc la chute, hop, ici. Une fois que j'ai fait mon mouvement, je finis mon extension, hop, et je saute pour aller sous ma barre. Okay, et du coup, ça donne mon mouvement complet de snatch. Je tire et je chute. Hop. Moi, je trouve que c'est la partie la plus compliquée quand t'es de devoir chuter comme ça et d'avoir la barre et ne pas bouger, ne pas tomber. Alors ça va demander beaucoup de stabilité, ça va manquer beaucoup de travail aussi, vraiment stabilité d'épaule. Et ça aussi, il va falloir aussi avoir une bonne base solide au niveau des jambes, puisque tu peux avoir des épaules très solides, mais si en bas ça tient pas, bah tu peux pas avoir une base solide, tu peux pas avoir une base faible et le haut solide, c'est pas possible. Donc tout est en harmonie. C'est pour ça que l'haltérophilie va vraiment falloir cibler, mais il faut pas oublier que c'est vraiment un ensemble qui travaille en haltéro. C'est compliqué quand tu es dans le mouvement de te rappeler qu'il faut être solide avec les jambes, mais en même temps ne pas les bras. C'est ça. C'est pour ça que tout le travail d'haltérophilie, bah, on peut réussir à faire ici ce mouvement-là, premier tirage, une dizaine de fois. Et par contre, des fois, quand il va falloir faire premier tirage, second tirage, là, ça va être compliqué de mêler tout. Donc c'est pour ça que le travail et l'expérience, mon conseil, ça va être de pratiquer. Il faut répéter, tout le temps. Répéter. Une fois qu'on fait un mouvement correct et qu'on est validé par quelqu'un, par un coach, ou si on voit que dans une vidéo, on fait exactement la même chose et c'est ce qu'il faut faire, c'est ça le piège aussi de s'entraîner tout seul, c'est de faire beaucoup de choses, mais mal, malheureusement. Donc si vous êtes sûr à 100% de faire quelque chose de bien, répétez-le. Répétez-le 20 fois, 50 fois, 100 fois s'il le faut. Mais c'est que comme ça que vous allez réussir à automatiser votre mouvement. On essaye ? Mouvement complet ? Mouvement complet, on prend son temps. Et je décompose le mouvement ou... À ta vitesse. Okay. À ta vitesse, on prend son temps pour être le plus propre possible. Juste la fin, on un peu. On essaie d'être stable, tranquillement. On tire, on chute. C'est pas grave. Et si tu veux un conseil, ici, c'est pas un souci, c'est essayer de faire la statue. Essayer de faire la statue à la réception, de ne pas bouger. Même si t'es pas en squat complet, ça viendra avec le temps. Et du coup, il ne faut pas hésiter des fois, si vous n'êtes pas à l'aise sur votre chute, si vous n'arrivez pas à chuter directement dans votre squat, ce que vous pouvez faire, c'est venir stopper, hop. Et ici, une fois que je suis stable à la réception, je vais essayer de descendre un peu plus, etc., etc. J'essaie de descendre et ensuite, j'essaie d'être fluide. Mais il ne faut pas se dire, si je ne suis pas fluide dès le début, c'est pas bien, je rentre chez moi. Non, ça va venir aussi pareil avec le temps. Okay. On essaye ? On bloque à la réception, même si tu es debout, c'est pas grave. Et ensuite, on pourra essayer de descendre, il n'y a pas de souci. Moi, c'est souvent la descente où je galère. Ça va vraiment, pareil, c'est en fonction du type d'athlète. Il y aura plutôt des personnes qui galèrent au tirage, des personnes qui galèrent à la chute. On bloque, ouais, pas mal. Et ensuite, on essaie de descendre un petit peu. Et on remonte, pas mal. Mais moi, j'ai souvent tendance à, quand je descends, à lever un peu les talons quand je descends. Bah, du coup, ça, on peut, à l'entraînement, par exemple, tu vas travailler l'overhead squat. Ouais. Ça peut être pas mal. Tu vas vraiment cibler. En haltérophilie, ce qu'on va faire, ça va être une bonne transition pour la suite. C'est qu'ensuite, on va isoler le défaut de l'athlète en travaillant ce qu'on appelle les mouvements semi-techniques. Semi-technique, pourquoi semi-technique ? Parce que notre mouvement technique complet, c'est notre mouvement de compétition. Okay. Donc là, en l'occurrence, c'est le snatch ou l'arraché. Semi-technique, ça va être, par exemple,
une phase du snatch, donc une phase, la phase de chute. Toi, tu vas Oui. travailler la chute à l'entraînement pour t'améliorer C'est sur vrai. ta chute. Et du coup, au final, ça va améliorer ton mouvement technique. Du coup, voilà. Mais déjà, rien que descendre comme là, au début, quand j'ai commencé, c'était une loi. Ah non, mais Quand j'ai c'est... commencé, j'étais là, je fais, les progrès peuvent arriver très rapidement. Il y a pas de souci là-dessus. Il faut être assidu. Il faut bien écouter surtout. Si vous êtes entouré de coachs vraiment qualifiés, bah, écoutez-les, faites ce qu'ils disent vraiment. Il faut être patient surtout aussi. L'haltérophilie, ça s'apprend pas en 2 secondes, à part si vous êtes l'élu, d'accord. C'est ça. Mais c'est ça. Mais sinon, ça s'apprend souvent. Ça prend beaucoup de temps à apprendre, mais c'est les satisfactions. C'est chaque jour, je réussis à faire quelque chose, et je réussis à faire une étape en plus, et comme ça qu'on avance, quoi. Du coup, voilà. Ok. Ouais, je réessaye une fois et. Allez, on y va. On essaie de faire la statue, hop, de pas bouger, de pas partir dans tous les sens, hop, et ensuite on essaie de descendre un peu plus. Ok. On s'applique bien sur la chute. Le tirage est bon. Donc concentre-toi que sur ta chute, on essaie de pas bouger. Hop, on bouge pas. Pas mal. Voilà, on bouge pas et on essaie de descendre un tout petit peu sans lever. Nickel. Parfait. Et on peut reposer. Très bien. Bon, Pas mal. je tiens à dire que c'était pas fait exprès de réussir, ne pas réussir avant et de réussir maintenant. Hein. C'est Ah pas non. fait exprès. C'est comme ça qu'on apprend. C'est parfait. On est montre, bon. le deuxième mouvement. Allez. Du coup, deuxième mouvement d'haltérophilie, du coup, l'épaule jetée, clean and jerk. Ça va ressembler à peu près, le nom des étapes vont être similaires, le nom des étapes de mouvement. Le mouvement va être similaire au niveau du tirage, malgré le fait que les mains ne vont pas être positionnées de la même manière, forcément. Okay. Et le but là, du clean and jerk, c'est de faire un mouvement en 2 temps. C'est-à-dire que le snatch qu'on a vu juste avant, il fallait emmener la barre directement au-dessus de la tête. Là, le but va être aussi d'emmener la barre au-dessus de la tête, mais il va falloir faire une pause à l'épaulé. Okay. Donc il va falloir épauler sa barre. Donc là, on l'a placer sur ses épaules et ensuite la jeter. Ok. Hop. Ici, il y a plusieurs types de jetés. Ok, on va pouvoir en parler aussi. On verra ça juste après. D'abord, on va se focus sur l'épaulé et on sera bon. Du coup, au niveau du positionnement des mains, on a toujours le hook grip. Ça, c'est super important. C'est tous les tirages. C'est vraiment, que ça soit sécurité ou surtout performance. Surtout de la performance. Quelqu'un qui tire sans prise crochet va être moins performant que quelqu'un qui va tirer avec crochet. Tu regardes à haut niveau, tous les athlètes, il n'y en a pas un seul qui tire comme ça. Donc, la première étape, ça va être de placer ses mains sur la barre. Le repère classique au niveau du placement, ça va être 1 pouce de largeur au niveau de l'entrée du grip de la barre. Ici, donc là, on a la partie sans grip centrale et on a le grip qui commence. Le but, ça va être de placer ses mains à peu près 1 pouce au niveau du grip. Là, ça va être différent. Le but, c'est d'avoir la barre qui tape niveau 3/4 cuisse. Elle tape pas au niveau des hanches comme au snatch, elle tape plus bas. Plus bas pour avoir les mains plus serrées. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de force sur ce mouvement-là, forcément. Donc à l'épaule jetée, on met plus lourd qu'à l'arraché logiquement, quand on est technique, on va dire. Ok. Au niveau de l'écartement, on peut avoir des athlètes qui tirent les mains plus proches, ici. Au lieu d'avoir 1 pouce au niveau du grip, on a les mains plus proches. Et des athlètes qui vont tirer un peu plus écartés. D'accord ? Ça va jouer au niveau de la mobilité, par contre. Au niveau de la mobilité, c'est-à-dire que si mes mains vont être écartées, je vais être plus apte à être en rotation externe de mon épaule, donc je vais devoir être plus mobile que si je resserrais un peu les mains. Ça, c'est à l'appréciation. C'est comment vous êtes à l'aise. Moi, je vous conseille toujours de prendre une prise avec laquelle vous êtes à l'aise sur votre mouvement, d'accord ? Et je vous conseille aussi de garder toujours pleinement sur votre mouvement. Évitez au maximum de laisser la barre partir sur les doigts. C'est possible, ok, de le faire, mais vous devez vraiment essayer d'avoir, quand vous avez votre barre au niveau des épaules, full grip pour que la barre soit posée sur vous, plutôt que vraiment ici, à bout de doigt. Si vous êtes à bout de doigt, ça va pouvoir vous provoquer des douleurs fortes au poignet, et ça va aussi, pourquoi pas, des fois sur votre mouvement, ça va glisser au niveau de la main. Donc faites très attention à ça. Donc barre pleine main, on a vraiment tout le grip
vraiment toute la main, la barre au milieu de la main, ok, le plus possible dans sa position de réception ici, d'accord? Donc là, on va vraiment être très fort, on va limiter les douleurs au poignet, d'accord? Et ici, il va vraiment falloir travailler sa mobilité si on n'y arrive pas à le faire. Vous voyez qu'ici, moi, ça ne touche pas encore. Ici, ça peut être morphologiquement aussi, et niveau mobilité. Donc ça peut jouer, mais avec du poids, ça passe, d'accord? Mais faire attention à tout ce qui est douleur, etc. Et la barre ici, à bout de doigt. Donc là, par exemple, ma barre, elle est posée sur moi, mais mes coudes sont moins hauts, forcément, parce que je ne peux pas les relever à fond avec cette position-là. Donc ça peut des fois pêcher, c'est possible de le voir, mais aussi des fois, ça peut mettre à risque de lâcher les doigts, deux doigts, et des fois, il y a des mains qui partent aussi, etc. Donc il faut faire très attention en fonction de ce qu'on choisit. Moi, je vous conseillerais toujours de garder vraiment la barre pleine main, d'accord? Vous pouvez relâcher votre hook grip une fois que la barre est sur vous, parce que le hook grip, c'est que sur le tirage. Donc, une fois que ma barre est ici, je la garde pleine main, mais je peux très bien relâcher mon pouce. La première étape, hop, tu vas l'effectuer en même temps que je vais expliquer. Donc, la première étape du mouvement, ça va être le premier tirage, donc comme à l'arraché. Donc, on va positionner ses mains et ses pieds au départ. Donc, position de départ, c'est parti. On positionne ses mains, donc un peu plus serrées. On vient toujours s'asseoir, les épaules sont toujours devant notre barre et on va venir pousser dans le sol pour amener la barre juste au-dessus du genou en contrôle et on relâche hop, juste au-dessus du genou, pas plus. T'excuses pas, c'est pas grave. Hop, et on relâche. Voilà, très bien. Donc, comme à l'arraché, d'accord, c'est une étape qui se fait en contrôle. Toujours l'objectif, c'est de garder la barre proche du corps et ensuite de bien pousser dans ses jambes. Ok? On est bon. Alors, pour la suite du mouvement, on a vu le premier tirage. Ensuite, on a le deuxième tirage, donc c'est-à-dire que dès que la barre va passer le niveau des genoux, ici, hop, une fois que je suis placé, dès que je fais mon premier tirage, je viens ici me pousser dans le sol, me redresser jusqu'à mon point de puissance. Donc j'ai toujours les bras relâchés, d'accord, sur mes phases de tirage. Tant que je ne suis pas en triple extension, ici, je ne vais pas activer mes bras. Donc ici, je viens contrôler, je me redresse, contact, trapèze, bras. Hop, ici. Ok? Donc ça va donner ça sans pause. Hop. Et j'essaie vraiment de me grandir au maximum. Donc ça va clôturer ma phase de tirage. On essaye? Donc en fait, c'est la même chose En fait, c'est la même chose qu'à l'arraché, sauf que la seule chose qui diffère avec l'arraché, ça va être la prise. Et la prise, ouais. Exactement. Tu prends large, tu prends serré. Exactement. Tu prends plus serré pour soulever plus lourd. Et ensuite, sur la phase vraiment, l'acte 1, tirage dans le mouvement, et ben la phase de tirage, il n'y a pas grand-chose qui vont changer. On veut toujours un point de contact qui va être différent par rapport à l'arraché à cause du positionnement des mains, forcément. Donc on va chercher à faire son contact 3/4 cuisse, mais on aura toujours les mêmes buts. Ici, garder la barre proche du corps, accélérer pour venir au point de contact et tirer avec les coudes le plus haut possible, comme à l'arraché. On essaye? Voilà, nickel, on regarde devant. Hop, contact, et je tire le plus haut possible, c'est ça. Et tu vas essayer de rester une seconde pointe de pied. Ok, une seconde. Pas mal. Par contre, je ne suis pas resté pointe de pied. On essaye, c'est pas grave, c'était un peu mieux. Hop, pas mal. Attention de bien contrôler, là, tu as un peu tiré trop tôt dans ses bras. Ça, c'est vu direct. Donc relâche, et vraiment, quand tu sens le contact, là, tu viens de grandir. Prends ton temps, tant que tu sens pas le contact, vraiment, prends ton temps. Voilà, beaucoup mieux. Okay. Et on relâche. Très bien. Donc vraiment, ça c'est très intéressant. Des fois, on voit que quand on met de la vitesse directement, quand on se précipite un peu et que ces positionnements sont pas forcément optimaux, et il va falloir vraiment prendre son temps. Et il va falloir choisir des moments stratégiques. Là, ce que je lui ai dit pour corriger son mouvement, je lui ai dit, tu vas attendre vraiment de sentir le point de contact avant d'utiliser tes bras. C'est-à-dire que tant qu'il sent pas son point de contact, la barre rentrée ici au niveau de ses cuisses, il n'a pas le droit de fléchir ses bras. Du coup, ça s'est corrigé directement, boum, boum, et là, on est bon. Ok? Ouais. Donc ça peut être pas mal. C'est pas mal, ouais. Ok. Donc, fin du tirage, on est bon. Ensuite, alors, une fois que vous avez fini votre tirage, c'est là que ça va changer par rapport à l'arraché. On ne va pas venir au-dessus de la tête directement. Il va falloir épauler la barre. Donc, pour ça, quand vous allez être au-dessus ici, les coudes bien hauts, vous allez devoir, pareil, sauter pour ancrer vos pieds dans le sol et aller le plus vite possible sous votre barre pour réceptionner la barre en position de front squat. D'accord? Donc, la position s'appellera le front rack parce que la barre va être raquée sur vos épaules. Ok? Donc, ça va donner ça. Ici, je tire,
Et une fois que je suis au max, je saute pour passer en front rack. Et je remonte. Ok. Donc, ça va donner, ici, quand je mélange ma phase de tirage et ma phase de chute, ça va donner mon épaulé. Ok, ma première étape de l'épaulé jeté, ça va donner ça. Hop. On essaye? Allez, épaulé complet. Donc, épaulé complet, on amène la barre aux épaules. On tire bien. C'est ça. Essaie d'aller un tout petit peu plus bas dans ton squat. Et on est bon. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et ensuite, on remonte. Allez, une dernière fois. Essaie de ancrer tes pieds dans le sol. Une fois qu'ils sont ancrés, ils ne bougent plus. Souvent, je veux mettre de la vitesse et je pars un peu de l'équilibre. Prends ton temps. Prends ton temps, on accélère au contact. Mieux. Et on relâche. Très bien. Ok, nickel. On est bon pour l'épaulé. Du coup, on a vu l'épaulé. C'est la première étape du mouvement, sauf que ça ne s'arrête pas là. Il va falloir maintenant l'amener au-dessus de la tête. Donc pour l'amener au-dessus de la tête et valider son mouvement d'haltérophilie, il va falloir faire ce qu'on appelle un jeté ou un jerk pour les crossfitters toujours. Qui nous regardent, j'espère. Donc le jerk, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a 3 façons de le faire. Le jerk, on va avoir le split jerk, donc le jeté fente. On va avoir le push jerk, donc ça va être le jeté debout en français. Et on va avoir le squat jerk, le jeté en squat. Ok. Donc le plus abordable, ça va être le split jerk, parce que c'est celui qui va demander le moins de mobilité au niveau de la réalisation. Ça va être un peu plus technique que le push jerk, mais le push jerk, je le mets en second. Pourquoi? C'est un classement personnel, mais il va vous demander un peu plus de mobilité au niveau de votre ouverture thoracique. Ok? Je vais quand même vous le montrer. Et le plus dur, qui va vous demander énormément de mobilité, qui va mettre pas mal de contraintes, ça va être le squat jerk. Et ça va vraiment être apprécié par tous ce qui est population asiatique, généralement en haltérophilie. Donc toute l'équipe chinoise, qui sont les meilleurs en haltérophilie, vont faire du squat jerk. Il y a aussi pas mal d'athlètes en Amérique qui le font, également aux États-Unis. Donc ça va vraiment différer par rapport aux athlètes et l'approche aussi de l'apprentissage de l'haltérophilie. Moi, je vous conseille de faire celui pareil où vous êtes le plus à l'aise. Forcément, on fait un des 3, on peut bosser les 3 à l'entraînement, même si un athlète fait du split jerk en compétition, c'est pas pour ça qu'en entraînement, il va pas faire du push jerk ou du squat jerk. Ça, c'est à l'appréciation de l'entraîneur. Donc c'est à voir aussi par rapport aux défauts de l'athlète. Okay. Donc on imagine d'abord le split jerk. On va imaginer ici, hop, que j'ai épaulé ma barre. Une fois que j'ai ma barre sur les épaules, mon but va être de garder mes coudes ici devant moi. Okay. Je vais venir faire une phase d'appel où je vais descendre très légèrement, d'accord, en envoyant mes fesses vers l'arrière, hop, sur mes jambes. Ici le but, hop, ça va être, si je me mets de profil, ça va être d'envoyer mes fesses vers l'arrière pour recruter mes fessiers et mes ischios, mais de ne pas partir vers l'avant. Pourquoi? Parce que sinon, quand je vais accélérer ma barre, hop, je vais l'envoyer devant moi. Du coup, je vais imaginer longer un mur pour faire mon appel. Hop, et je descends légèrement. On ne va pas descendre plus bas qu'un quart de squat, sinon ça va être faussé, et le mouvement après, vous allez vraiment avoir du mal à jeter votre barre. C'est très explosif. Du coup, ça c'est la première phase. Une fois qu'on a fait son appel, vous allez devoir faire l'impulsion. L'impulsion ici, une fois que je fais mon appel, je vais devoir pousser très fort dans mes jambes pour monter pointe de pied, hausser les épaules, et ensuite on va faire la réception. Mais du coup, l'appel impulsion, ça va donner ça. Donc j'épaule ma barre, hop, et ensuite, appel, impulsion. Appel, impulsion. Ok? Hop. On essaye? Allez. Donc là, on va être sur l'appel impulsion. Appel, impulsion, que ça. Donc on épaule la barre, tu peux l'épauler debout. On se place bien. Hop, épaulé debout parce qu'il n'est pas descendu en flexion complète. Du coup, les coudes vont rester au même niveau, c'est-à-dire que si je mets mon bras ici, il ne doit jamais toucher mon bras avec ses coudes quand il va descendre. Donc il reste bien poitrine sortie, gainé. On serre à fond les abdos pour pas cambrer le bas du dos et avoir des douleurs. Et ensuite, on descend très léger et on pousse vraiment dans les jambes en relâchant les bras. Voilà, comme un mouvement d'épaule. Ici, jambes et les épaules. C'est ça. Exactement, encore une fois. Jambes, épaules.
Très bien, on relâche. Ok. Donc, on est bon pour l'appel impulsion. C'est des étapes qui vont être vraiment importantes pour jeter votre barre, parce que la barre va être très très lourde et il y aura il va y avoir ici un accompagnement des bras, donc la force des épaules, donc le développé militaire peut être pas mal à travailler aussi, ou le strict press pour renforcer son jerk, mais principalement, ça va jouer vraiment 80% des jambes. 80% de jambes parce que l'impulsion, vous avez vu que sa barre, quand il a fait son mouvement, sa barre a commencé à décoller. Et du coup, on va devoir jouer sur ça, sur le jerk. On fait décoller sa barre, donc l'impulsion, et ensuite, il va falloir chuter sous sa barre. Parce que la barre, on va imaginer qu'elle reste là, et moi, je vais venir chuter, hop, pour la réceptionner. Mais c'est jamais moi qui vais l'emmener au-dessus de ma tête directement. Ça va être un exercice semi-technique. Ok ? Donc, ici, hop, je vais prendre ta place. Pour l'appel impulsion, après, je vais devoir chuter sous ma barre, d'accord ? Et faire la réception. Donc, je vais venir ici, épauler ma barre, hop, faire mon appel impulsion et je vais réceptionner en fente puisque je vais faire le split jerk. Donc ici, hop, et je bouge pas. Sur ma fente, jambe avant, fléchie, jambe arrière, fléchie. Je regarde droit devant moi, je serre les abdos, je passe ma tête pour ancrer, bras sont tendus. Et ensuite, je reviens, jambe avant et jambe arrière. Hop, on est bon. Encore une fois ici, appel impulsion, fente. Jambe avant, jambe arrière. Hop. On est bon. On essaye ? Ouais. Allez. Donc on essaye vraiment d'imaginer la position de fente comme si je faisais une fente en musculation. Ici, sauf que je me stoppe. C'est-à-dire que dès que mes pieds vont toucher le sol, statue. Ici. C'est ça. Le repère, c'est bras tendus, pieds au sol. Donc dès que mes pieds sont au sol, bras tendus, je bouge pas, statue. C'est ça. On essaye ? J'ai pas l'habitude de travailler comme ça, moi je le fais plus... Toi, tu le fais en push jerk. Ouais, c'est ça, ouais. On va essayer le split jerk. Allez. Très bien. Ensuite, on essaie de faire la statue, appel impulsion. Pas mal. Ok. Je suis pas habitué sur... Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'envoyer la barre un peu plus derrière toi. Okay. Un tout petit peu plus derrière. Voilà, pas mal. Ok. Et on relâche. Très bien. Alors là, les bons points, c'est que quand tu as envoyé ta barre plus derrière toi, tu étais un peu plus stable. Sur sa première rep, il a vite été rattrapé par l'avant parce que sa barre, au moment de l'appel impulsion, il l'a envoyé un peu devant lui. Ici, forcément, il est en train d'apprendre le mouvement puisqu'il a plus l'habitude d'être en push jerk que je vais vous montrer juste après. Ok ? Mais du coup, pour le corriger, là, au niveau de la trajectoire, c'était mieux. Et on a aussi un petit réflexe de venir jambe avant directement. Mais nous, on va vraiment essayer d'avoir jambe avant et jambe arrière. Et juste une petite question, ouais. On va jusqu'où dans la fente ? Est-ce qu'on va vraiment sur une fente vraiment genre à l'équerre ou on s'arrête un peu avant ou... Alors ça va être au niveau de vos sensations. C'est une très bonne question. Ici, comment savoir au niveau de mes placements des pieds, donc jambe avant, jambe arrière, il faut avoir un ressenti du poids de corps équivalent à l'avant et à l'arrière. Je m'explique, quand je suis en fente, ici, je sens 50% de mon poids de corps devant, 50% derrière. Donc si j'ai une fente trop serrée, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir trop de poids sur l'avant, principalement. Ici, là, je sens vraiment que j'ai un 75%, 80% et là, 20 derrière. Donc je sais que ma fente, elle est trop serrée. Donc ici, je vais laisser partir ma jambe avant, je fléchis toujours ma jambe arrière, et là, je me sens beaucoup plus équilibré entre les deux. Donc en fait, c'est du sensation vraiment 50%, 50%, et là, on va être pas mal. Okay. Tout simplement. Okay. Et au niveau de l'écartement aussi, je peux anticiper. Au niveau de l'écartement des pieds, vous devez vous mettre dans un écartement de base où vous vous sentez puissant sur votre impulsion. Si vous avez les pieds trop serrés ici, et quand vous faites votre impulsion, vous vous sentez faible au niveau de vos jambes, c'est-à-dire que vous sentez vos jambes qui ne vont pas pousser grand-chose, et ben il faut écarter les pieds. D'accord ? Et après, les pieds vont suivre la même ligne. D'accord ? Donc, mon pied arrière va garder la même ligne, mon pied avant la même ligne, et là, je vais être stable. Le piège, c'est de se retrouver sur la même ligne au niveau des deux pieds, sauf que là, forcément, je ne vais pas être bien. Donc, il faut avoir un écartement, d'accord ? À peu près l'écartement au niveau des épaules, d'accord ? Même si je pars plus serré, j'essaie de retrouver mon écartement d'épaule, hop, sur mon jerk. Maintenant, on va voir le push jerk. Donc, le push jerk, ça va être le même appel, la même impulsion, sauf qu'au niveau de la réception, au lieu de faire une réception fente, vous allez faire une réception pied écarté dans un quart de squat. D'accord ? Donc, le but, ça va être de sauter avec sa barre le plus haut possible pour écarter les pieds et avoir vraiment un ancrage stable.
Ici, là, je peux plus bouger, on peut plus me bouger, c'est pas possible, trop solide, ok? J'espère que vous l'avez vu aussi. Donc ici, vraiment, hop, quart de squat, et ensuite, je reviens en extension complète. Donc ça va donner ça. J'épaule ma barre, hop, et ensuite, appel, impulsion, hop, quart de squat, et je remonte. Ok? Ici, encore une fois, appel, impulsion, je passe ma tête, et on est bon. Ok? Donc, le facteur limitant de ce push-jerk, ça va être vraiment votre ouverture thoracique, d'accord? Si vous avez du mal à passer les épaules un peu derrière la tête et la tête vraiment engagée vers l'avant, vous allez avoir beaucoup de limitations et en fait, vous allez vous retrouver ici. Vous allez vous retrouver ici, hop, la tête pas assez engagée, trop sur l'arrière et votre barre va souvent tomber devant vous. Et vous allez être vraiment pas très stable. On essaye? Moi, je trouve que de le faire comme ça, c'est plus simple qu'avec la fente. Hein. En fait, techniquement, ça va être plus simple, mais tu peux rapidement être limité par ton propre corps. Donc, s'il n'y a aucun problème de mobilité, d'ouverture thoracique, et que vous arrivez bien à ancrer votre position, ça sera plus simple. Mais après, c'est pareil, à voir comment tu es à l'aise, etc. À voir si tu pousses plus fort comme ça, ou si tu es mieux en split. À voir. On essaye? Donc un bel épaulé debout, une bonne position de départ, on s'applique. Très bien. Ouais, pas mal, pas mal. Essaye de réduire un peu plus ton appel, faire un plus petit appel, et ensuite statut direct. Et un statut. Voilà. Nickel. Ouais, essaye d'écarter un tout petit peu moins les jambes sur ta réception. Voilà. Pas mal. Très bien. Ok. Nickel. Donc push jerk, très utile, et pour les crossfitters, très utile en WOD quand vous avez des shoulder to overhead à faire ou des jerks tout court, quand vous avez le choix entre le split et le push jerk. Vous pouvez vraiment faire le push jerk assez rapidement, et moi je vous conseille de le faire avec les pieds qui ne bougent pas. D'accord? C'est-à-dire que je monte pointe de pied, hop, je fais ma rep, et ensuite j'enchaîne au lieu de vraiment sauter, venir écarter, etc. Là, on vous présente vraiment les mouvements d'haltérophilie en compétition. Donc, si vous voulez être efficace sur une rep lourde, il va falloir vraiment sauter avec sa barre, écarter, chuter. D'accord? Ça, c'est le plus important. Tous les mouvements d'haltérophilie s'adaptent en fonction des semi-techniques, en fonction, pour les crossfitters, de vos metcon. Okay? Tout s'adapte en haltéro pour être le plus efficace possible. Mais là, ce qu'on présente vraiment, c'est la méthode olympique. D'accord? C'est les mouvements olympiques. C'est vraiment la manière de faire le mouvement le plus efficace pour soulever lourd. Ça, c'est le plus important. Et tu conseilles quel écartement quand on arrive Alors, plus on va être écarté, plus on va être limité, parce qu'on va être limité par ses hanches, et plus on va être écarté, forcément, on s'éloigne du buste, donc on va être aussi moins solide à la réception. On va être plus instable. Ah, mais j'ai l'impression que si tu écartes plus, tu as plus l'impression d'être, de moins perdre l'équilibre. En fait, le fait d'écarter plus, ça va compenser le fait d'être un peu moins mobile au niveau des hanches et des chevilles. Parce qu'en fait, le fait d'écarter plus, tu vas te donner la sensation d'être plus bas, alors qu'en fait, si tu veux être plus bas, il va falloir être plus en squat. Okay. C'est tout. Du coup, le fait d'écarter, ça va garder tes jambes tendues, et non pas, tu vas pas venir dans une flexion. Oui. Donc, ça va être plus être un mauvais point qu'un bon point. Ici, si on part largeur d'épaule, on va essayer d'écarter un tout petit peu plus, mais on va vraiment éviter d'être très très large. Okay. D'accord? Voilà, vraiment, le grand écart va pas être vraiment bien pour le mouvement. C'est ça, et encore un peu plus serré même. Okay. Ouais, là c'était pas mal. Vraiment. On va imaginer vraiment au niveau de l'épaule, un tout petit peu plus écarté que le niveau de vos épaules. Ça peut être optimal, mais pas plus. Vraiment pas plus. Sinon, après, trop d'instabilité et aussi trop de compensation. En fait, c'est vraiment, on se donne des images à nous-mêmes. On fait croire à notre cerveau qu'on est en bas, alors qu'on est juste jambes tendues, très écartées. Okay. C'est ce qu'on voit également sur les power snatch ou les power clean, donc épaulé debout et arraché debout, en starfish. Au CrossFit, on parle souvent du terme starfish. Le fait d'être starfish étoile de mer, hop, c'est se retrouver sur des positions comme ça parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de descendre en squat. Donc forcément, on va donner l'impression d'être bas, sauf que pour ça, c'est juste un manque de technique. Ici, quand vous êtes en starfish, c'est que vous n'avez pas le chemin pour faire un épaulé demi, ici, en demi-flexion. Donc il faut travailler plus léger, il faut se forcer à garder un bon écartement de flexion de squat. D'accord? Parce que sinon, ça revient au fait d'équivalent de faire ces séries de squats comme ça. Alors que moi, j'ai vu personne à la salle faire des séries de squats comme ça. Donc, ça va être un manque de technique. Alors, pour le dernier mouvement de jeter, donc le jerk, ça va être le squat jerk.
Le squat jerk, ça va être un mouvement qui va vous demander énormément de mobilité et de stabilité d'épaule. Pourquoi? Parce que vous avez les mains plutôt serrées et vous allez devoir réceptionner en squat complet, prise serrée. Donc ici, plus je vais descendre, et ça va se voir sur mon squat, plus je descends, plus mes bras ont envie d'aller vers l'avant. Ici, là, j'ai du mal à les remettre derrière ma tête. Donc forcément, avec ma mobilité personnelle, je vais avoir beaucoup de mal à squatter, à faire mon squat jerk. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'appel à Anaë. Donc Anaë ici présente va nous réaliser un squat jerk. Ok. Donc elle va venir faire son appel impulsion, ok, comme sur les deux autres types de jerk. Et une fois qu'elle a fait son impulsion, elle va venir sauter pour aller dans son squat complet. Quand tu veux. Hop. Et on tient. C'est nickel. Ok. On va pouvoir en faire un deuxième et tu vas essayer de perfectionner ton mouvement. Tu vas essayer de plus ancrer ta tête ici, être plus verrouillé, la tête vraiment devant les bras. Pas mal. Et on relâche. Ah, c'est bien, très bien. Nickel. Ok. Donc là, sur le mouvement, ici, ça va vous demander énormément d'ouverture thoracique, encore plus que sur du push jerk, puisque là, on va vraiment ici être très droit. Ça va vous demander aussi une mobilité de cheville optimale pour avoir le buste très droit dans votre flexion. Donc ça va être très important. Les points forts du squat jerk, c'est que pour les personnes qui sont très à l'aise en squat, vous pouvez facilement vous glisser sous la barre et être très rapide en réception. Mais là, pareil, ça va être vraiment spécifique à des haltérophiles. Donc, si vous l'avez appris dès le début, comme ça, tant mieux, continuez. D'accord? Si vous êtes à l'aise, faites-le. C'est OK. Mais comme d'hab, on choisit le jerk où on est à l'aise. On peut essayer à l'entraînement. Et ça, c'est un très bon exercice aussi pour travailler sa mobilité d'épaule. Et j'ai envie de dire même une mobilité globale. Hanche, cheville, donc c'est nickel comme exo. Alors, pour terminer du coup cette session haltérophilie, je vais vous présenter des petits tips, d'accord, des petits conseils pour corriger des défauts, deux défauts principaux qu'on retrouve chez un public plutôt débutant quand vous débutez à l'haltérophilie, des défauts qu'on retrouve assez souvent et qu'on a des fois du mal à corriger, alors que ça va être plutôt simple à corriger. Il faut juste mettre en place les bons exercices, les bonnes choses, et aussi avoir des bonnes sensations et des bons ressentis. C'est-à-dire que quand je vais faire mon mouvement, je vais essayer de penser à quelque chose dans ma tête et à cette chose-là précise. Si vous voulez corriger quelque chose en haltérophilie alors que vous ne maîtrisez pas totalement votre technique et votre mouvement, vous devez choisir. Ça veut dire que si je veux me concentrer sur le premier tirage aujourd'hui, j'ai beau faire un second tirage nul, c'est pas grave parce que mon but c'est de me concentrer sur mon premier tirage. Et quand j'aurai corrigé mon premier tirage, qui va devenir automatique, là je vais pouvoir me pencher sur un second problème. Ça, c'est un gros problème en haltéro, c'est que si vous voulez penser à 1000 choses en même temps, eh ben, vous allez progresser de ça sur chaque chose. Alors que si vous pensez à une seule chose en même temps, vous allez progresser de ça, largement. Donc séquencez, choisissez, d'accord, faites les choix, soyez patient. Okay. Donc l'un des premiers défauts, principaux défauts qu'on retrouve chez un public débutant, ça va être au départ, ça va être les fesses qui montent. Les fesses qui montent, ça va donner ça. Je vous le montre de profil ici. Au départ, nous, ce qu'on a envie de faire sur notre premier tirage, c'est de monter fesses et dos en même temps. Ça veut dire que mon dos ne monte pas en premier et mes fesses ne montent pas en premier. Sauf que chez un public débutant, on a tendance à se précipiter au départ et faire ça. Hop, ici. Sauf que si je viens monter les fesses en premier, ce qui va se passer, c'est que je vais être que en tirage de dos ensuite sur mon mouvement et boum, ma barre, je vais la propulser vers l'avant. Et ça va être un gros problème quand on va vouloir charger lourd, c'est qu'on va jamais réussir à avoir la barre au-dessus de la tête tellement elle part devant. Du coup, pour corriger ce défaut, tout simplement, vous devez vraiment imaginer, pourquoi pas, d'accord, que votre buste est attiré vers l'arrière. Ça veut dire que quand je vais faire mon mouvement, j'ai imaginé que mon buste, ici, quelqu'un qui tire une ficelle sur mon dos, va être en train de tirer mon buste en même temps que je pousse dans mes jambes. Du coup, hop, ici, je prends mon temps, je tire vers l'arrière, hop, et je bloque. Et je fais des séries de répétitions. Quand je vois que je fais le mouvement correctement, hop, là, je peux faire beaucoup de séries, beaucoup de reps. OK? On essaye? Ici. Donc, peut-être avec faute ou sans faute? Alors, sans faute, d'accord? Pour montrer à tout le monde qu'on peut le faire sans faute, d'accord? Donc, ici, en position de départ, tu vas bloquer en position de départ. Donc, ici, moi, je l'ai montré à l'arraché, mais du coup, tu vas le faire à l'épaulé. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc, il a sa prise d'épaulé. Moi, j'étais à l'arraché. Aucun souci. Donc, il a les fesses basses au départ, les épaules devant la barre, la poitrine sortie, le regard devant, il est bien positionné. Du coup, il va venir prendre son temps. Et ici, vas-y, remets-toi au départ. On bloque au-dessus des genoux, n'oublie pas. Hop. Ici, j'imagine que moi, je vais le tirer en même temps qu'il pousse dans ses jambes.
hop, et vous voyez bien, vas-y, remets-toi au départ, vas-y, fais-le très doucement. Ici, l'angle ne bouge pas. Ça veut dire que ses fesses et son dos montent ensemble. Ouais, je suis pas là comme ça. Et... Exactement. Du coup, ça peut être pas mal comme image à prendre, quelqu'un qui tire votre dos en même temps de tirer. D'accord, on est bon. Exactement. Ça, non. Aussi, si vous avez du mal, malgré cette image, à venir à venir bloquer vos fesses pour pas qu'elles montent en première, c'est peut-être aussi parce que vous vous précipitez trop sur votre premier tirage. Je rappelle, le premier tirage, quand on part à fond sur un premier tirage, c'est quand on est sûr et certain de se placer correctement. Ça veut dire que le jour de compétition, les athlètes professionnels, bah, ils font le mouvement tous les jours, toute leur vie. Donc forcément, eux, ils peuvent partir quand ils veulent, sur la vitesse où ils veulent, ils vont être placés parfaitement. Alors que nous, chez un public débutant, bah, quand on ne sait pas se placer pour l'instant, il faut prendre son temps. Donc limite, vous l'exagérez. Ça veut dire que mon premier tirage, je vais le faire, au lieu de le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Ok ? Mais là, en le faisant avec du tempo, justement, ça va me permettre de laisser le temps et de me faire comprendre à moi-même que oui, je suis placé correctement jusqu'en haut. Et ensuite, plus vous êtes à l'aise, si vous réussissez 10 reps lentement à bien monter fesses et dos en même temps, là, vous allez pouvoir, au bout de quelques séries, etc., augmenter au fur et à mesure la vitesse. Et après, on est bon. Et d'ailleurs, ça se fait travailler par exemple avec métronome ou pas? C'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être possible. Après, ça va être souvent à l'appréciation de l'entraîneur. Par exemple, si on peut imposer un tempo, c'est-à-dire que je veux que tu montes en 5 secondes, je veux que tu montes en 3 secondes. Ça peut être possible, c'est vraiment au ressenti et par rapport. Ça va vraiment être une relation avec quelqu'un. Si vous êtes tout seul, vous pouvez compter dans vos têtes. 5 secondes, ça peut être très bien par exemple, mais des vraies secondes. Donc par exemple, ici vraiment, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur les 5 secondes, je me filme, je regarde ma vidéo, je vois que mes fesses ne sont pas montées. Je fais ça 10 fois. Ok, ça peut être pas mal. Ça va être pour le premier défaut. Le deuxième défaut, et le dernier défaut qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être le saut en avant. Alors, on voit le saut en avant à la fin quand on va chuter, à l'épaulé et à l'arraché. Donc, vous avez sûrement dû voir, si vous êtes dans une box de CrossFit ou dans un club d'haltéro, des athlètes qui sautent en avant, ou peut-être vous sautez en avant. C'est pas grave, d'accord, mais ça va être un défaut à corriger. Ça va être au niveau du tirage que ça va se passer. Donc, sauter en avant, ça va donner ça. Ici, je vais venir faire à l'arraché. Donc je me place, je tire, je saute en avant et je fais mon arraché. Ok ? Là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un saut en avant au moment où j'ai engagé ma chute. Barre à vide, pas de problème, d'accord ? Parce que je maîtrise ma charge. Si je fais mon max en sautant en avant, il va y avoir un gros problème. Donc forcément, vous allez devoir corriger ce défaut. Ça va être au niveau du poids de corps. En fait, le problème du saut en avant, c'est qu'au moment de votre tirage, quand vous êtes là, vous êtes aspiré par votre barre. Ça veut dire que le poids de votre barre vous entraîne avec elle vers l'avant. Hop, et ensuite, au moment, tout simplement, de décoller mes pieds, je saute sur l'avant. Du coup, pour corriger un saut en avant, ça va être très simple. Tu vas pouvoir prendre la barre, s'il te plaît. Hop. Tu vas venir ici et tu vas venir essayer de rester 1 seconde ici à peu près. Hop, et moi, je vais te tenir. Donc ici, ce qu'on veut, c'est qu'à la réception, ici, sans vitesse, vraiment, mets-toi debout. Hop, donc debout, essaie de te mettre point de pied ici. Ce qu'on veut, c'est qu'à la réception, l'athlète soit équilibré. Ça veut dire que lui, son but, ça va être de se grandir pour essayer de toucher sa tête au plafond. Mais si, vas-y, remets-toi en position. Si il est sur l'avant, hop, bah s'il saute, et bah forcément, il va se diriger vers l'avant. Donc, pardon, excuse-moi. Du coup, ici, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'avoir une sensation d'équilibre. Tout simplement. Quand tu m'as mis en avant, là, ah bah ça part, direct. La barre t'entraîne. Tu pouvais sauter et passer sous ta barre. Mais le problème, c'est que, hop, du coup, tu es obligé de compenser par un saut en avant. Ouais. Et pareil, si je me mets là et que je suis sur l'arrière, bah si je saute, je fais un saut en arrière. Ok ? Donc tout simplement, si vous voulez corriger votre saut en avant, essayez d'avoir une sensation. Imaginez vraiment une flèche en haut de votre tête et cette flèche, elle doit vraiment pointer vers le plafond. C'est-à-dire que quand je me grandis et que je tire ma barre, je dois être patient pour sentir équilibré vers le plafond. Et ensuite, je saute. Là, je vais être libre d'écarter mes pieds sur place. Alors que si vous sentez ici, par exemple, si quand tu tires ta barre, tu sens que bah, ta flèche elle s'entraîne vers l'avant et que je chute quand même, bah, là, je fais un saut en avant. Donc, il va falloir vraiment être très patient sur son tirage. Donc, travailler en tempo, c'est-à-dire que je vais travailler très léger et lentement pour sentir que je tire vers le plafond et ensuite je chute.
d'accord? Si vous vous précipitez, vous allez tirer votre barre ici, vite, vers l'avant, et je vais sauter en avant. Donc attention à ça. Ok. On est bon? C'est les deux seuls défauts que tu as remarqué principal. C'est les deux défauts principaux chez les débutants. Ça va être vraiment ce qu'on retrouve au début de l'apprentissage d'haltérophilie, ça va être un grand classique. Un grand classique. Après, il y a un défaut aussi, ça va être au niveau de la chute, surtout sur l'arraché. Des personnes qui n'arrivent pas à être stables ou à aller très bas. Ouais. Là, mon conseil, pareil, ça va être de faire comprendre à votre cerveau que vous pouvez y aller. C'est-à-dire que si, quand je fais un squat avec ma barre au-dessus de la tête, que je bloque et que là, j'ai soit mes talons qui se décollent ou ma barre qui tombe, en fait, il faut travailler en tempo avec des pauses. Moi, mon conseil, ça va vraiment être de pratiquer léger, donc que ça soit avec un bâton ou avec une barre. Et je vous assure que ça marche. Prenez votre temps. Et ici, par exemple, je me stoppe et là, hop, je sens que mes talons qui se lèvent. Je stoppe. Je plaque mes talons. Ça va être très dur, mais faites-le. Et je repars. Hop, là, je sens la barre qui part vers l'avant. Je stoppe. Hop, j'essaye de remettre ma barre. Et je repars. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure des efforts, vraiment, si vous prenez le temps de travailler très lentement et en vous corrigeant sur le moment, c'est-à-dire que si je sens ma barre qui part devant, je la remets. Si je sens mes talons qui se lèvent, je les colle au sol. Et ben là, je vous assure que ça va bien se passer et vous allez vraiment progresser sur votre chute. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu sur ma vidéo et d'avoir expliqué plein de choses sur l'haltérophilie. J'espère que certains auront compris un petit peu plus ce sport et j'espère que certains auront envie justement d'aller vers ce sport. Parce que c'est pas un sport très médiatisé, je trouve, donc c'est sympa de le mettre en avant. Ça le devient de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui font les choses pour que ça bouge en France, donc ça peut être cool que ça devienne vraiment, que ça prenne de l'ampleur. Ça serait cool aussi, et ça serait cool que ça prenne de l'ampleur pour pas que le sport soit enlevé des Jeux Olympiques aussi à cause du dopage, malheureusement. Mais ouais, non, c'était cool et merci à toi surtout pour l'invitation. C'est cool qu'il y ait des personnes comme toi qui veulent mettre en avant l'haltérophilie, donc c'est vraiment cool aussi. Donc merci. Surtout que je m'entraîne dans tes cours, donc je me dis pourquoi pas en profiter, quoi. C'est ça. Pourquoi pas Exactement. je viens en chier quand tu coaches, donc pourquoi pas proposer aux gens de. Et si on veut te contacter ou si on veut te retrouver, comment on fait? Alors, vous pouvez être simplement, par exemple, sur Instagram, ça va être le plus simplement. Mon Instagram, si tu veux mettre mon Instagram. Ouais, bah, je mettrai ton Insta dans la description, comme ça les gens. Ouais, mon Instagram dans la description. Ouais. Après, vous venez me contacter, poser des questions sur l'haltérophilie, vraiment me demander une séance et tout, ça sera avec grand plaisir. Moi, je réponds à tout. Y a pas de D'ailleurs, souci. vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo, hein, je lui enverrai ou tu regarderas les Avec commentaires et on répondra. Et sinon, bah, le plus simple, c'est de venir là où tu bosses pour directement Oui, bien sûr. te voir. Bien sûr, ouais, là, ici, à Gavroche Fitness, c'est possible sur Boulogne. Gavroche, C'est ça, attention. Team Gavroche. Et sinon, moi, personnellement aussi, je travaille aussi sur Versailles et vers Agnières-sur-Seine. Donc, c'est quand vous voulez. Moi, je suis vraiment ouvert à tous. Donc, il n'y a pas de souci. Les questions, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Et dernière petite question, s'il y en a qui se demandent, est-ce que tu es aussi à l'aise dans le côté nutrition ou que le côté sportif? alors, on va dire que moi, je suis plutôt axé performance sportive. Donc, tout ce qui va être vraiment coaching sur le terrain. On va dire que nutrition, j'ai mes propres bases de nutrition. Mm. Donc, je vais pouvoir conseiller, on va dire, généralement, quelqu'un en nutrition, ça c'est possible. Je conseille mes athlètes aussi également, mais ça va jamais dépasser un professionnel. Je suis pas un Ok. professionnel de nutrition et loin de là, je me qualifie pas comme ça. Mais on va dire que je connais certaines bases qui me permettent de m'entraîner correctement et d'être performant. Et d'évoluer. Exactement, exactement. Donc, si vous voulez vous faire coacher, n'hésitez pas à le contacter. Et si vous voulez un suivi nutritionnel, allez voir ma dernière vidéo que j'ai fait avec Audrey. Comme ça, voilà. Ah oui, elle sera bien plus qualifiée que moi, ça c'est sûr et certain, et très, très compétente. Donc, Comme ça, vous pouvez travailler avec les deux, c'est plus simple. Nutrition, sport, et vous avez le physique parfait pour l'été. c'est ça. Ouais. C'est ça. Bref, Merci à toi. merci à toi. Et si vous voulez le revoir, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, on fera peut-être d'autres vidéos sur des trucs typiques de CrossFit. Ou Pourquoi pas? peut-être qu'un jour, je te prendrai sur un WOD. Ah bah allez, on y va quand tu veux. Allez, merci. Allez. À plus. Salut.